السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، نبدأ اليوم على بركة الله سلسلة دروس الفيزياء والكيمياء الخاصة بالثانية بكالوريا شعبة العلوم الفيزيائية خيار فرنسية. Aujourd'hui, on va commencer par le cours satellite artificiel et planète. Tout d'abord, pour étudier le mouvement d'un satellite artificiel ou bien d'une planète, on a besoin d'un référentiel adéquat. De ce fait, pour étudier le mouvement d'une planète quelconque, dans ce cas, par exemple, le mouvement de la Terre qui tourne autour du Soleil, le référentiel convenable pour cette étude est le référentiel héliocentrique. C'est un référentiel de centre, le centre du Soleil, constitué de trois axes orthogonaux pointant vers trois étoiles infiniment éloignées et considéré comme fixe. C'est un référentiel galiléen. Maintenant, si on veut étudier le mouvement de la ligne qui tourne autour de la Terre, ou bien l'un des satellites artificiels qui tourne autour de la Terre, on a besoin d'un référentiel convenable. Le référentiel dans ce cas, c'est le référentiel géocentrique. C'est un référentiel le centre de la Terre, constitué de trois axes orthogonaux et parallèles aux axes des référentiels héliocentriques. C'est un référentiel galiléen. Donc, dans les deux cas, soit lorsqu'on veut étudier le mouvement d'un satellite qui tourne autour de la Terre, ou bien lorsqu'on veut étudier le mouvement d'une planète qui tourne autour du Soleil, on utilise la deuxième loi de Newton sans aucun souci, parce que les deux référentiels, ce sont des référentiels galiléens. Bref, le référentiel héliocentrique est convenable pour l'étude des mouvements des planètes autour du Soleil. Donc, son repère a pour origine le centre du Soleil et ses axes sont dirigés vers trois étoiles lointaines considérées comme fixes pendant la durée des observations. Les trois lois de Kepler. On va commencer par la première loi. Il s'agit de la loi des orbites ou bien la loi des trajectoires, قانون المدارات أو قانون المسارات. Dans le référentiel héliocentrique, la trajectoire des centres de gravité d'une planète est une ellipse dont le centre de gravité du Soleil est l'un des foyers. Comme vous le voyez ici, la trajectoire de la planète est elliptique et il est léger. Il n'est pas circulaire, dont le Soleil est l'un des foyers de cette ellipse. Et comme vous le voyez ici, la distance D qui sépare le Soleil, c'est-à-dire qui sépare le foyer F et la planète P, et la deuxième distance D' qui sépare la planète et le deuxième foyer F', la somme de ces deux distances égale le grand axe de l'ellipse, qui est 2A. A, c'est la moitié de l'axe du grand axe de l'ellipse. بالعربية في المرجع المركزي الشمسي المسار مركز قصور كوكب هو إهليليج، تشكل الشمس إحدى بؤرتي هذا الإهليليج. وكما تلاحظون المسافة بين الكوكب والشمس، يعني بين الكوكب والبؤرة الأولى والمسافة بين الكوكب والبؤرة الثانية هي دي بريم. مجموع هاتين المسافتين يساوي المحور الكبير للإهليليج، le grand axe de l'ellipse. الطول ديال هذا المحور الكبير هو 2A، هو 2A. هنا في هذه الحالة هذه كتلاحظوا على أن A هي نصف الطول ديال المحور الكبير. C'est la première loi de Kepler. La deuxième loi, c'est la loi des aires. Le segment de droite reliant le centre de gravité du Soleil
et la planète balaye des aires égales pendant une durée égale. C'est-à-dire que la distance ou bien le segment, le qit'a, FP ou bien SP, اللي هي الفاصلة بين بؤرة الشمس، البؤرة اللي هي الشمس والكوكب، تكسح نفس المساحة خلال نفس المدة الزمنية. نلاحظ هنا خلال هذه المدة اللي هي T1 تكسح هذه المساحة، خلال هذه المدة تكسح هذه المساحة. وإذا لاحظتم هذه المساحات متقايسة. Donc le segment de droite reliant les centres de gravité du Soleil et de la planète balaye des aires égales pendant des durées égales. La troisième loi, c'est le plus important des lois de Kepler. La troisième loi, c'est la loi des périodes. Pour toutes les planètes du système solaire, le rapport entre le carré de la période de révolution T et le cube de la longueur A du demi-axe, du demi-grand axe est constant. C'est-à-dire que T au carré sur A à la puissance 3 égale à une constante. Cette loi peut être généralisée à toutes satellites aux planètes en orbite autour d'un même astre. La valeur de la constante dépend de la masse m de l'astre attracteur. C'est-à-dire في هذه الحالة القانون الثالث لكيبلر يسمى قانون الأدوار. La période c'est la durée nécessaire pour accomplir un tour. Donc يقول بأن بالنسبة لجميع الكواكب ديال النظام الشمسي أن مربع الدور، يعني مربع المدة الزمنية اللازمة لإنجاز دورة كاملة على نصف المحور الكبير، على مكعب نصف المحور الكبير، تبقى ثابتة بالنسبة لجميع الكواكب. يعني dans le cas de la planète Mars, T au carré sur A au cube égale pour la Terre, pour Vénus, pour Mercure. C'est-à-dire que le rapport entre le carré de la période et le cube de la longueur A des demi-grands axes est constante. وهذه الثابتة لا تتعلق بالكوكب بل تتعلق بالشمس. ويمكن تعميم هذا القانون على جميع الأقمار أو الكواكب التي تدور حول كوكب معين. والثابتة لا تتعلق بهذه الأقمار وإنما تتعلق بالكوكب الذي تنجز حوله الحركة. Revenons maintenant à notre cours. Donc les trois lois de Kepler, on va les rappeler rapidement. La première loi de Kepler, la loi des orbites ou bien la loi des trajectoires. Comme vous le voyez ici, la trajectoire est elliptique. Le Soleil est l'un des foyers de cette ellipse. Donc on peut dire que dans un référentiel héliocentrique, la trajectoire du centre d'une planète est une ellipse dont le centre du Soleil est l'un des foyers, avec A' égale à PF plus PF', tel que A' égale à 2A, avec la distance A' égale le grand axe de l'ellipse. La deuxième loi de Kepler, c'est la loi des aires. Donc, le segment de droite reliant les centres de gravité du Soleil et de la planète P balaye des aires égales pendant des durées égales. C'est-à-dire pendant la durée delta T, la planète se déplace de la position P1 à la position P2 et pendant la même durée, la planète P se déplace de la position P3 à la position P4. Dans le premier cas, il balaye l'air A1. Dans le deuxième cas, balaye l'air A2. Puisque la durée est égale,
Donc A1 égale à A2. Ce qu'on peut retenir de la deuxième loi de Kepler, c'est que si vous remarquez ici, la distance P3 ou bien l'arc P3 P4 est supérieure à celle qui existe entre P1 et P2, c'est-à-dire la distance P3 P4 est supérieure à la distance P1 P2. Et on constate de cette remarque que la vitesse n'est pas constante. La vitesse de la planète, bien évidemment, n'est pas constante. C'est-à-dire, la vitesse devient grande lorsque la planète se rapproche du Soleil et devient minimale ou bien petite lorsqu'il s'éloigne du Soleil. Donc, on peut reformuler cette remarque et on peut dire que la vitesse devient donc plus grande lorsque la planète se rapproche du Soleil. Elle devient plus petite lorsque la planète s'éloigne du Soleil. La troisième loi de Kepler, c'est la loi des périodes. Le rapport du carré de la période de révolution T d'une planète autour du Soleil occupe le demi-grand axe A de l'ellipse est constant. C'est-à-dire que T au carré sur A occupe égale à une constante K. Rappelons que la constante K ne dépend pas du Soleil. Elle dépend, ne dépend pas de la planète. Elle dépend du Soleil. Avec T en seconde, A en mètres et K, la constante K ne dépend pas de la planète. Maintenant, on va limiter notre étude à le cas d'une trajectoire circulaire, c'est-à-dire on va considérer que le mouvement du planète autour du Soleil est circulaire et n'est pas elliptique. On ne va pas étudier le cas des mouvements elliptiques. On va s'intéresser seulement dans cette année au cas où la trajectoire est circulaire. La trajectoire des planètes peuvent être considérées comme circulaires. Dans ce cas, les lois de Kepler deviennent. Donc, pour la trajectoire de la planète devient circulaire, c'est-à-dire le centre du cercle est le Soleil. La vitesse P est constante, c'est-à-dire le mouvement circulaire uniforme. A, la moitié des grands axes de l'ellipse, devient le rayon de la trajectoire circulaire. C'est-à-dire que la troisième loi devient, au lieu ici d'écrire T au carré sur A occupe égale à une constante K, cette loi devient T au carré sur R occupe égale à une constante K. C'est-à-dire que l'air, et on a, d'après la deuxième loi, l'air A1 égale à A2, c'est-à-dire que D1 égale à D2, c'est-à-dire que V1 égale à V2, et on va revenir à dire que le mouvement est circulaire et uniforme. Quelques caractéristiques d'un mouvement circulaire uniforme. Un mobile est en mouvement circulaire uniforme si sa trajectoire est un cercle et si la valeur de la vitesse de son centre d'inertie est constante. C'est-à-dire, pour qu'on puisse dire que le mouvement est circulaire uniforme, il faut que la trajectoire est circulaire, est un cercle, et la vitesse est constante. Regardez ici. On a dit que la valeur de la vitesse, on n'a pas dit que le vecteur vitesse, on dit que la valeur de la vitesse est constante. Donc, les caractéristiques du mouvement circulaire uniforme, ici θ représente l'abscisse angulaire. La vitesse angulaire, c'est la dérivée par rapport au temps de l'abscisse angulaire, est égale à une constante parce que le mouvement est circulaire uniforme, c'est-à-dire dans le cas où le mouvement circulaire uniforme, la vitesse angulaire reste constante. La vitesse angulaire est exprimée en radians par seconde. La relation entre la vitesse linéaire v et la vitesse angulaire, c'est que la vitesse linéaire v égale le rayon
fois la vitesse angulaire oméga. Comme vous le voyez ici, la vitesse est toujours tangente à la trajectoire au point considéré M. Le vecteur vitesse est orienté dans le sens du mouvement et il est tangente au cercle, c'est-à-dire il coïncide avec le vecteur unitaire U, où V égale à R oméga, c'est-à-dire la valeur de la vitesse égale à R fois oméga. Puisque le mouvement est circulaire et uniforme, il est donc périodique. Sa période t égale à 2π sur oméga. C'est-à-dire que la période t égale à 2πr sur v. Puisque la vitesse égale à r fois oméga, c'est-à-dire que oméga égale à v sur r, on va remplacer ici oméga par v sur r, l'expression de la période devient 2πr sur v, la période du mouvement exprimée en secondes. Pour un mouvement circulaire uniforme, on a dit que la valeur de la vitesse est constante, c'est-à-dire que la composante tangentielle de l'accélération dans la base de freinée est nulle. Donc, A, l'accélération, le vecteur accélération égale à n, la composante normale. Donc, I ρ égale à R, ce qui donne que l'accélération égale V au carré sur R fois n, c'est-à-dire il est normal avec n vecteur unitaire normal, dirigé bien sûr vers C, où A égale à R oméga au carré fois n. Et puisque l'accélération est normale et le vecteur vitesse est tangentiel, donc le vecteur vitesse est perpendiculaire au vecteur accélération. Passons maintenant à déterminer les deux conditions d'obtention d'un mouvement circulaire uniforme, c'est-à-dire quand est-ce qu'on peut dire que le mouvement est circulaire uniforme. On pose tout d'abord un vecteur F égal à la somme vectorielle des forces extérieures appliquées sur une planète. Donc, et selon la deuxième loi de Newton, on a la somme des forces extérieures égale à M fois A. A représente le vecteur accélération bien sûr et M la masse de la planète. Ce qui donne que F égale à M fois AG. Et puisque للمزيد من التفاصيل انظر هذه الورقة. il est normal est orienté vers le centre, on dit que A est centripète. Et puisque ici dans la relation entre A et F, on a M positif, donc on peut dire que F aussi il est centripète. Donc F est une force centripète, c'est-à-dire que F il est normal et orienté vers le centre. Et d'autre part, on a obtenu que l'accélération égale à V au carré sur R. On peut dire que F égale à M fois V au carré sur R. Sa norme, c'est F égale V au carré sur R. Finalement, dans un référentiel galiléen, le mouvement d'un solide est circulaire uniforme, c'est le vecteur somme des forces qui lui sont appliquées est un vecteur centripète et a pour intensité F égale mv au carré sur R. Les deux conditions sont la somme des forces doit être centripète et la norme ou bien l'intensité de cette force égale à m fois v au carré sur R. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام الجزء الأول من هذا الدرس.
في فيديو قادم سنكمل إن شاء الله تعالى.